Le gouvernement de la République fera tout pour reconquérir les espaces occupés par l'armée rwandaise labellisée M23. En tout cas, la foi de Gilbert Kabanda, ministre de la Défense, il l'a fait savoir hier lors de son audition en commission devant les deux commissions défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'était une audition relative à la situation sécuritaire à l'est du pays. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous renouveler votre confiance. Kiosque, c'est donc parti pour les questions d'actualité, l'analyse, mais aussi des commentaires des professionnels de médias sur les grands titres des journaux. On revient certainement sur cette audition du ministre de la Défense, mais aussi les contingents kenyans qui sont annoncés pour l'est du pays. Le président Kenyatta l'a fait savoir lors d'une cérémonie hier, cérémonie de revoir. En tout cas, les lignes vont peut-être bouger. Pendant ce temps, l'ennemi, l'armée rwandaise, a connu un revers. Ça, c'est l'information d'hier soir. Un véritable revers avec la contre-offensive des forces armées de la République démocratique du Congo. L'armée rwandaise, labellisée M23, a perdu en armes, tout comme en nombre de troupes. On va revenir sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Les budgets, ça va, ça y est, on en a parlé hier, on en parle également aujourd'hui. Nous sommes jeudi, vous le savez, c'est l'unique jour de la semaine où on réserve aux chiffres, mais pas aux lettres. On va parler économie aujourd'hui avec un expert, vous le savez d'ailleurs, comme chaque jeudi. On va terminer avec vous par la justice. C'est 5000 nouveaux magistrats. Ils ont été recrutés. Il n'y a eu que 5000 qui ont été retenus par les conseils supérieurs de la magistrature. Occasion pour nous de nous poser des bonnes questions alors sur le problème de la justice, ces corps qui souffrent. Est-ce que la justice congolaise a plutôt des problèmes d'effectifs ou les problèmes de déploiement ou les problèmes d'infrastructure ou les problèmes de moyens? Quel bilan faites-vous, vous-même à la maison, de ces magistrats, autrefois sous le professeur Luzolo Bambilesa, appelés les magistrats de la tolérance zéro? On a vu des magistrats être affectés à Libénié, mais on les voit retourner à Kinshasa. Est-ce que c'est un problème d'effectif ou le problème est ailleurs? On en parle avec Faustin Koudiessala qui nous a présenté. Il est de Econews. Bonjour Faustin. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Merci. Très ravi de retrouver mon frère Izouba. Ça fait longtemps que je l'ai plus ici en face. L'unique Mohamed de la presse. Exactement. Allez, en face de Faustin Koudiessala, il a d'ailleurs déjà présenté Edmond Izouba. 1 mois, 2 mois d'absence. Edmond, bonjour. Bonjour Serge. Carré beaucoup kiosque, hein? Accenti. Opinion-info.cd, ça évolue? Oui, ça évolue. Quel titre ce matin? Ce matin, nous avons épilogué avec le point d'actualité, concert à la suite du drame intervenu au stade des Martyrs. Oui. Les services de sécurité, sur instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a diligenté une enquête. L'artiste a été convoqué hier, il ne s'est pas présenté ce matin. C'est d'ailleurs le titre de notre journal. Donc le proche de l'artiste ont répondu, ils ont renseigné à opinion-info.cd que l'artiste ne va pas se présenter pour le moment compte tenu de ses multiples occupations. Il doit livrer un concert demain au Congo-Brazzaville et puis l'artiste prévoit une tournée dans la partie orientale. Donc, quelle est votre opinion? On y va rapidement, Edmond. Non, mais il dit qu'il est occupé, il ne sait pas venir. Vous avez couvert ces concerts, c'était une première pour Fally Ipupa de se produire dans un stade. On parle de 80 000 places, bon, peut-être 120 000. Est-ce que c'était lui-même qui a fait la coproduction ou bien il y a eu un producteur? Comment on dit il y a eu plus de billets vendus que des places réservées? Est-ce qu'il y avait une assurance? S'il y a eu un producteur, est-ce que le producteur avait l'assurance tout risque en ce qui concerne les stades selon la loi sur les assurances, ou bien c'était une coproduction de Fally lui-même? Vous n'avez pas cherché à connaître? Si, effectivement, parce que déjà là, la police parle de F-Victime. Quand on prend F-Victime, qui est le label de Fally Ipupa lui-même,
Et c'est en ces termes-là, parce que Fally est allé comme responsable lui-même des victimes devant la police avant le concert. Voilà pourquoi est-ce que la police veut l'entendre en premier lieu. Et deuxièmement, quand vous voyez d'abord le stade, la manière dont ça a été composé, c'est-à-dire après la pause du podium, il y a au moins 21 000 places qui ont été buffées. Alors il fallait tenir compte de ça, même dans la vente des billets. On n'a pas tenu compte de ça. Et au-delà de ça, la police dit avoir détenir de faux billets. Et l'artiste ou les organisateurs ont rejoué avec les surnombres. Et quand on calcule le nombre de partenaires qui étaient là et les billets qu'ils déclaraient avoir dans leurs mains, vous vous rendez compte que ça va au-delà. Donc ils ont joué au surnombre et c'est ça ce qui a créé les débordements. S'il y a eu surnombre, la police n'était là que pour réguler. S'il y a surnombre, c'est que la situation ne peut profiter que aux producteurs. Tout à fait. Pour les cas d'espèce, vous dites que c'est le label de Fally Ipupa. Effectivement. Alors, est-ce que Fally peut faire des choses pour peut-être rouler ses partenaires qu'on a vus, qui sont dans les télécoms, qui sont non, dans mais les... déjà quand on buffe 21 000 places, il faut refaire les calculs. Déjà en termes de billets, hein, il y a les entrées 2 jusqu'à 11 qui ont été buffées pour laisser le podium respirer, poser. Et derrière, on avait placé la bâche. Donc les gens n'étaient pas assis de ce côté-là. Je crois, Serge, oui. je peux juste te dire un petit mot. Je sais que Yzouba est très engagé sur ce dossier-là. Oui. Il y a la police qui a annoncé une enquête. Moi, je crois que les esprits devaient s'apaiser. Parce qu'il faut donner le temps à la police d'enquêter. Je suis surpris que Yzouba nous donne déjà des éléments d'enquête. Je ne savais pas qu'il faisait partie de la commission. Et c'est le VPM lui-même. Les premiers éléments. Le VPM lui-même s'approprie l'affaire. C'est ça que j'ai dit parce qu'aujourd'hui, apparemment, bon, c'est vrai que moralement, l'artiste engage sa responsabilité parce qu'il l'a dit avant le concert que cette production-là était prise en charge par son label F Victime. Mais il faut aussi comprendre qu'avant que Fally ne se produise au niveau du stade des Martyrs, il a certainement eu des réunions avec tous les responsables de sécurité de la police. Vous vous rappelez même qu'il y a le général Kasson qui est passé à la télévision avec image pour mobiliser, image à l'appui pour mobiliser, pour dire aux gens venez, la police est là, il va vous sécuriser, ainsi de suite. Donc c'est pourquoi moi j'aurais voulu que les esprits s'apaisent un peu. Oui. Laissons le temps à la police, comme le ministre, le VPM de l'Intérieur s'est engagé personnellement dans ce dossier pour faire toute la lumière. Il y a eu mort d'homme. Enterrons d'abord nos morts et puis mettons de côté notre subjectivité. La polémique, oui. Voilà. Mais je ne crois pas que Fally va se soustraire à la justice, sinon il risque d'être... Non, il a des avocats, quand voilà. on convoque, il n'est pas obligé d'être là. S'il y a des avocats, les avocats peuvent se présenter parce que là, on est dans une phase d'instruction, on essaie de réunir les éléments. Très bien, merci beaucoup. Fally Ipupa, DiCaprio, Aigle, toujours. Félicitations à vous pour le plein. Ça ne vient pas chaque jour, chers compatriotes. C'est le seul qui nous fait encore rêver. Il a encore l'emblème du Congo sur la scène musicale mondiale et nous devons que l'encourager, Fally Ipupa. On va parler budget, Faustin Koudiachala. Oui. Une lecture de ces budgets. D'abord, le côté protocolaire, c'est qu'il a été déposé à temps. Les débats, au moins la représentation nationale a été unanime. Les réponses convaincantes, mais ça ne suffit pas, en tout cas. Bon, disons par rapport... bon, c'est vrai qu'on s'attendait à ce que l'Assemblée nationale adopte ce budget parce que le contraire aurait étonné. Mais ce qu'il faut dire, bon, pour parler un peu budget, il faut avoir des repères, Serge. C'est-à-dire, pour avoir des repères, il faut partir de l'année 2022, c'est-à-dire l'exercice qui est en cours. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut reconnaître que depuis un temps, il y a une nette progression au niveau des ressources budgétaires. On est parti de 4 milliards, on est passé à 6 milliards. Et puis cette année, on vise 11 milliards qui ont été même déjà réalisés depuis le mois de septembre. Oui. L'année prochaine, on vise à peu près 15 milliards. Il faut reconnaître qu'il y a une nette progression. Et puis bon, évidemment, par rapport au budget, vous savez, chez nous un peu, bon, les priorités sont tellement nombreuses que même si on devait réaliser un budget ou prétendre réunir un budget de plus de 10 milliards, je ne pense pas qu'on puisse combler les fossés parce que les exigences sont pratiquement dans tous les secteurs. Mais on sent déjà qu'il y a une nette volonté parce que quand vous visez déjà 15 milliards de budget et avec une pression fiscale qui avoisine déjà les 15% alors qu'on est parti de 8%, c'est déjà beaucoup. Parce que vous vous rappelez qu'avec
Rien qu'au niveau de l'Afrique subsaharienne, Oui. la moyenne de la pression fiscale, c'est autour de 20%. En fait, 20, la pression 21. fiscale, Oui. c'est la ponction des ressources qui est prélevée sur la richesse intérieure. C'est-à-dire ce que vous produisez comme richesse. Maintenant, c'est que l'État ponctionne en termes d'impôts, en termes de droits et taxes. C'est ça justement ce qu'on appelle la pression. Évidemment, on est Mais maintenant- si on en est à 15, c'est qu'on n'a pas assez fait. Bon, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire il y a une Oui. volonté de progresser parce que il faut pas être statique. C'est-à-dire il faut analyser la dynamique. C'est ce que je disais, on est parti de 4 milliards, on est passé à 11 milliards, mais en 2023 on vise 15 milliards, peut-être en 2020 on visera un peu plus parce que normalement chez nous cherche pour c'est vrai, il y a un temps, je me rappelle quand le Premier ministre Matata était à la primature avec sa rhétorique là des cadres de stabilité, du cadre macroéconomique, on lui répliquait, non voilà, on ne mange pas la stabilité parce qu'au niveau du panier de la ménagère, on ne voit rien. Évidemment, c'est-à-dire, ce qu'il y a là, c'est que, c'est vrai, vous pouvez avoir un budget de 15 milliards, mais il faut maintenant se poser la question, comment vous les répartissez? Très bien. Si c'est un budget de 15 milliards qui est juste destiné à financer les frais de fonctionnement des institutions et à payer les rémunérations, sans que l'État puisse investir, là, ça ne sert à rien. Alors, et puis il y a un autre problème, Serge. Parce que chez nous, c'est vrai que c'est une question qui est récurrente, on en parle, mais jamais on arrive à trouver une solution. Parce que qui contribue le plus ou qui pousse l'économie congolaise, ce sont plus les miniers. Alors vous savez que les miniers, bon, c'est vrai qu'ils produisent quelque chose dont le prix est fixé sur le marché international. On ne peut pas bâtir une économie sur un secteur aussi fragile comme le secteur minier. Alors, vous prenez juste l'aspect de ma question tout à l'heure. Donc, si vous regardez le budget, la ventilation, vous allez voir, les mines contribuent à hauteur de près de 40%. Exactement, même plus. Alors, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a l'embellie sur les marchés internationaux. Vous dites, on a augmenté, mais en réalité, le travail n'a pas vraiment été fait. La preuve, c'est que vous avez, Faustin, vous n'allez pas me contredire parce que j'ai lu votre article sur la question du budget. Il y a 1 semaine ou 2 semaines, les fonds monétaires et la Banque mondiale ont mis leur veto quant à la majoration salariale. C'est-à-dire, les budgets que vous vantez là, en réalité, vous ne pouvez pas majorer les salaires parce que s'il y a baisse des métaux, ça risque d'impacter sur votre budget. Non, justement parce que, bon, de part et d'autre, Serge, on joue simplement sur la prudence. Voilà. Et je crois, si vous réalisez les différents comptes rendus de la réunion du Conseil des ministres, chaque fois que Madame la gouverneure de la Banque centrale intervient, il rappelle toujours, non, voilà, il faut pas dormir sur ses lauriers. C'est vrai que les performances sont là, mais il faut être prudent, parce qu'il y a des chocs exogènes, notamment ce que vous venez de souligner, les prix des matières premières, ainsi de suite, qui peuvent facilement basculer du jour au lendemain. C'est pourquoi, bon, évidemment, vous savez, cette histoire des fonds monétaires internationaux, c'est en fait, c'est comme un cercle vicieux. Mon père, c'est un fonctionnaire. Il a œuvré dans la territoriale, la petite territoriale. Vous lui dites, Kabila nous a laissé avec 6 milliards de budget et Tshisekedi en arrive à 15. Mais il n'y a pas d'augmentation de salaire, il n'y a rien, on n'a pas doublé les salaires. On donne les 30% des salaires qu'on appelle salaire de base. Or, les salaires de base, en réalité, ça ne représente rien. Comment est-ce qu'il va comprendre ça? Justement, c'est là où je voulais en venir, Serge. Oui. C'est parce que, vous savez, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas bâtir quelque chose de durable si les fondations ne sont pas aussi solides. Et aujourd'hui, bon, malheureusement, c'est pourquoi je disais, on en parle depuis des décennies, notre économie repose plus sur le secteur minier. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se félicite du boom qu'il y a eu au niveau des recettes, surtout au niveau de la DGI, mais je l'avais dit sur votre plateau un jour, c'est-à-dire, les recettes que nous applaudissons aujourd'hui, aucune réforme n'a été mise en place depuis que le président Tshisekedi est là. C'est-à-dire, ce que nous tirons comme bénéfice, ce sont les retombées de la révision du code minier de 2018. Et vous rappelez aussi, si vous suivez de plus près l'actualité du secteur minier, il y a la chambre des mines qui venait de se réunir d'ici là. La chambre des mines de la FEC dit non, voilà, l'État nous exerce tellement de pression qu'on a l'impression qu'on est en face d'une fiscalité qui est punitive. Alors, en fait, on est devant un cercle vicieux, on se dit, bon, est-ce qu'il faut avancer, est-ce qu'il faut reculer? Mais par rapport au salaire, j'ai dit, ça c'est la vieille rhétorique. Depuis le programme d'ajustement structurel, les fonds monétaires ont toujours la même thérapie. Depuis Kengo aussi, depuis Kengo évidemment. Voilà, et Kengo, on a même payé les prix quand on disait non, on ne mange pas la guerre. On mange pas la guerre. Et Matata est venu, on dit on ne mange pas la stabilité du cadre macroéconomique. En fait, les fonds monétaires internationaux, dans sa logique, il est resté toujours le même. Il s'est dit non, voilà, même si vous avez des recettes, mais il faut pas plus les gaspiller parce que si vous les gaspillez en dépassant certaines marges,
ça risque de créer, de déstabiliser toute la structure économique. Évidemment, c'est un cercle vicieux. C'est pourquoi je disais on est à peu près dans un cercle vicieux où vous avez des recettes qui sont en hausse, mais vous ne savez pas augmenter les salaires, même de ton pauvre père qui est toujours resté avec son maigre salaire de pauvre. C'est combien? 350 000, c'est combien là? C'est le genre de salaire dont on ne parle même pas en public. J'ai dit, mais ça, si vous donnez ça, bon, une journée à Bandar, c'est fini. Mais un mot sur Sama. Non, il faut économiser. Il le surprend, il faut économiser et travailler sur ce qu'on a. Non, ce qui est là, c'est que moi, je vois un gouvernement en train de vouloir se battre. Il y a la volonté. Il y a de la volonté de rencontrer notamment les revendications sociales de sa population. À les pester. Et déjà, quand vous prenez déjà la fonction publique, parce que le ministre l'a dit, il y a eu une augmentation de près de 45% depuis que le gouvernement Sama est là. C'est avantageux pour le social aussi, parce que ça contribue. Et puis, vous avez, je dirais pas de réforme, mais l'application ou l'exécution de la gratuité de l'enseignement qui bouffe à l'État par an au moins 1 milliard de dollars. Donc, il y a quand même de la volonté de l'État de verser un peu plus d'argent dans le domaine social. Mais ce que nous déplorons dans tout ça, c'est la rétribution de ce budget, comment ça sera fait dans secteur par secteur. Parce que on remarque très souvent qu'il y a beaucoup plus de dépenses que moi je qualifierais de prestige, où on préfère allouer des sommes exorbitantes pour le voyage, peut-être qui ne ramène rien. On peut se concentrer à l'essentiel. On verse de l'argent pour les routes, la construction de nouvelles écoles, parce que la gratuité oblige. Vous avez le problème de l'électricité dans beaucoup de provinces où les opérateurs ne savent même pas exercer. Le fameux débat sur la réduction du train de vie, ça vient avec un projet. C'est là où on attend les parlementaires qui doivent enrichir ces projets du budget, en affaire un budget. Ce n'est pas des parlementaires qui insultent les gens, des parlementaires qui sont tout le temps dans des plateaux de télévision. C'est là où on les entend. Oui, ben c'est le vrai débat, parce que, vous savez, depuis que le fameux débat de 21 000 $ que toucherait le député, et puis j'ai parlé ici des frais d'émission, des sorties qui ne représentent rien à l'État. Tout ça doit être bien organisé, bien planifié, pour que la majeure partie de cette somme soit vraiment profitable au peuple congolais, au social, tel que promis par les chefs de l'État. Nous avons aussi des exigences. Et les élections aussi arrivent, hein? Oui, pour les élections, le ministre de l'économie a dit le ministre des Finances plutôt a dit qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le gouvernement s'applique très bien. Comme il y a aussi la question sécuritaire à l'Est. Voilà, justement, voilà pourquoi je parlais des urgences. Donc aujourd'hui, le Premier ministre estime qu'on a réservé près de 1 milliard pour l'armée, mais en même temps, d'après ce qu'avait dit le ministre des Finances, l'État continue de dépenser avec ce qu'il a. Donc il faut prendre ça au sérieux, et aussi la situation sociale et tout ça, et la gratuité, voilà. Allez, ça, je voulais juste un petit mot par rapport à votre inquiétude sur le train de vie de l'État. Oui. C'est le discours de tout le monde. Hein. Félix, évidemment, il se plaint, le Premier ministre vient, Mbosso le dit, mais il n'y a pas une volonté. C'est comme une belle fille que tout le monde drague à temps et à contre-temps, évidemment. C'est vrai que jusque-là, on parle que du projet de budget. C'est-à-dire c'est un budget qui n'est pas encore adopté. Il est en train d'être toiletté au niveau de l'Assemblée nationale. Mais moi, je voulais juste insister sur un mot par rapport au train de vie de l'État. C'est vrai que, parce qu'un projet de budget ou un budget, c'est juste des intentions. Jusque-là, les intentions sont bonnes et elles sont là. Parce que même sur le train de vie de l'État, le gouvernement nous a promis de les réduire d'au moins 15%. C'est déjà bon. C'est un premier pas qui est franchi. Et sur l'affectation, c'est vrai que, je venais de vous le dire, parce que c'est vrai, on peut avoir un budget de 15 milliards, mais si les 15 milliards vont juste servir à financer les institutions, tout ça, les rémunérations, ça sert. Mais on sent que déjà, si je peux vous lire facilement quelques chiffres, il y a, en termes d'affectation, il y a des dépenses pro-sociales et économiques qui
qui sont encouragés. C'est comme des crédits alloués à la santé. Il y a une progression de 61%. Oui. Des crédits alloués à l'éducation, c'est plus de 38%. Des crédits alloués à l'agriculture, c'est plus de 100%. Des crédits alloués à la pêche, c'est plus de 202%. Et des crédits alloués à la dépense, on va en parler, c'est plus de 10%, mais c'est vrai que c'est encore dérisoire. Je crois que c'est ce que j'ai dit, les intentions sont là, elles sont bonnes. Mais souvent dans les finances publiques, on parle de cette notion de crédibilité budgétaire. C'est-à-dire ce que vous promettez, il faut savoir les réaliser. Très bien. Et c'est là où on les atteint, évidemment. Et surtout que pour l'exercice qui se termine, le gouvernement, à 2 mois avant la fin de l'exercice, a réussi à mobiliser tout. Et surtout, ça aussi, il y a un problème parce que déjà on commence à nous le dire. C'est comme si on nous prépare déjà moralement à accepter certaines choses. On dit non, les dépenses de sécurité ont été doublées par 10. C'est une façon de vous dire que non, voilà, certains doivent serrer la ceinture parce qu'on doit se concentrer sur les fronts de l'Est. Et donc, tout ça, il faut qu'on en parle clairement parce qu'aujourd'hui, il faut, en fait, il faut le gouvernement soit logique par rapport à lui-même et qu'il soit le plus transparent possible. 5000 magistrats recrutés à l'issue du concours du Conseil supérieur de la magistrature, 5000 sur l'ensemble du territoire national. Les problèmes de la justice, c'est l'effectif. Les problèmes de la justice, c'est la qualité, cette justice distributive, où les vrais problèmes, il est ailleurs. Non, mais le vrai problème, il est ailleurs, parce que la justice, c'est bien. Dans d'autres contrées, par exemple, à l'intérieur du pays, on avait quand même besoin d'une représentation de certains juges magistrats. Parce que vous arrivez à Kakobo, là, vous arrivez au fin fond du pays où il n'y a ni bâtiment, ni chaise pour s'asseoir. Vous trouvez les magistrats sous les arbres. Donc, nous avons besoin des infrastructures. Ils sont confondus aux combattants de l'IDPS, sous les arbres. Oui. Justement, il y a besoin de personnel, mais aussi besoin des infrastructures judiciaires. Mais au-delà même des infrastructures, il y a aussi les soucis des bons jugements, en fait. Nous avons comme l'impression que nos juges font de leur mieux, ou nos magistrats, parce que même les juges sont des magistrats. Les magistrats font de leur mieux pour ne pas inculquer une justice qui est modèle, une justice par exemple qui est punitive, une justice qui est correctionnelle, une justice... Et en suivant même le président de la Cour constitutionnelle, oui, le président de la Cour constitutionnelle, qui a fort regretté qu'aujourd'hui, la règle soit d'abord pour les magistrats l'arrestation. Et il comprend absolument pas comment est-ce qu'on doit, un magistrat doit commencer par arrêter, placer sous mappe et puis libérer provisoirement. Pourquoi on doit passer par cette procédure si on sait que la personne n'a rien fait ou le magistrat a mené vraiment des enquêtes sérieuses. Donc, on estime que la notion des indices sérieux de culpabilité sont aujourd'hui, je dirais, galvaudés par les magistrats qui ont connu une autre connotation. Et ça ne donne pas une très bonne image de la justice de voir qu'on arrête quelqu'un aujourd'hui et 2 jours après on les laisse en liberté. On a connu ce magistrat ici dit de tolérance zéro avec nous Bambi. Oui. Avec vous, nous avons été d'ailleurs couvrir un procès avec les dossiers d'Idi Kinwani. Tout à fait. Vous avez vu un peu ces mariages incestueux entre certains opérateurs économiques, des vrais pseudo-opérateurs économiques libanais, avec certains de nos magistrats contre des compatriotes. Oui, oui. Et ils préfèrent collaborer avec les expatriés qui viennent, un groupe d'escrocs en réalité, on les appelle expatriés par infirmité de langage, mais en réalité ce sont des escrocs blancs qui viennent, qui manipulent même nos autorités et la justice aussi. Parce que les gens qui ont le pouvoir ont toujours de l'influence sur la justice, on ne comprend pas ce qui arrive. Mais s'ils le font à quelqu'un comme Kinwani qui est très connu, qu'est-ce qu'on ne ferait? Mais on l'a fait à plusieurs personnes, des célébrités, des grandes personnes, des personnes de grande notoriété dans ce pays. Donc, beaucoup ont subi cette injustice. Donc, il est temps, la réforme doit être des fonds comme de la forme. Le nombre, c'est la forme. Mais les fonds, c'est que doivent produire ces magistrats qu'on injecte
dans l'appareil judiciaire doit être quelque chose de qualité. Donc, il doit produire un fonds pour satisfaire ceux qui viennent se plaindre pour leurs problèmes. Il y a dans le domaine foncier aussi, il y a assez de problèmes là-bas. Ah oui. Beaucoup de gens, pratiquement c'est à chaque régime, hein, vous voyez cette maison appartenait à tel, il était proche de tel, et les régimes suivants, il sera déguerpi pour que d'autres personnes viennent remplacer. Donc on doit cesser cela, on doit avoir une justice de qualité qui rétablit l'homme dans ses droits. Très bien. Alors, Faustin Koudessela, Oui. c'est un problème de manque d'effectifs, c'est un problème de déploiement et des infrastructures quasi inexistantes, et les moyens qui n'est pas mis à la disposition des magistrats, et vous avez des localités entières sans palais de justice, là où même on ne peut pas envoyer quelqu'un comme comment on dit, un substitut du procureur, ou tel est prêt de triper, ou près de la cour d'appel. C'est vraiment tous les problèmes. Hein. Et nous, on a voulu parler de la forme et le fond. Bon, Serge, moi, évidemment, j'abonde dans le même sens que Dimo. La solution est ailleurs, évidemment, comme il a dit. Mais moi, je crois qu'il faut aborder ce problème de la magistrature par rapport au système. Le système est tellement gangréné qu'on peut amener le plus grand nombre de magistrats possible. Ils finiront par être rattrapés par les mêmes tares. Parce que vous avez même mentionné avec les magistrats la tolérance zéro. Oui. C'était pratiquement, ils ont été recrutés avec avec publicité médiatique, avec tambour battant, ainsi de suite. Mais après, ils ont été rattrapés par les réalités du terrain. C'est qu'aujourd'hui, le problème est un peu multidimensionnel. Est-ce qu'il ne fallait-il pas commencer d'abord par réhabiliter les infrastructures à l'intérieur, les conditions, les moyens, avant de passer au test? Je crois qu'on met un peu la charrue devant le bœuf. Pas seulement ça cherche. Mais si on doit, je crois, ce qui pose problème au niveau de la magistrature, ça se limite pas seulement au niveau de la magistrature, c'est toute la société congolaise. En fait, notre problème aujourd'hui, c'est que on a une crise d'hommes chez nous en RDC. Vous pouvez prendre les secteurs de l'EPSP, les secteurs de l'enseignement supérieur, tous les secteurs pratiquement ont été gangrénés par ces fléaux qu'on appelle la corruption, ainsi de suite. C'est qu'aujourd'hui, on peut recruter les 5000 magistrats. Ils vont se retrouver dans des conditions telles que ils vont s'adapter au milieu. C'est comme, c'est un peu ce que les biologistes là avaient fait sur l'évolution, la Darwin. C'est-à-dire, ils finiront par s'adapter au milieu. L'incubation. Et finiront par, voilà, c'est une incubation. Et ils font la Ils suscitation. seront conditionnés et puis ils vont finalement rattraper les trains qui est déjà en marche, les trains de la corruption, les trains de la gabégie, ainsi de suite. Il y a une forte concentration de magistrats, je ne sais pas si vous avez aussi cette impression, à Kinshasa et dans les grandes villes. Mais, je vous dis par exemple, j'avais un ami il y a 6 ans, 8 ans, il était magistrat à Guémena, il m'a dit, mais dis-nous, oh le président, excusez-moi de le dire, oh Bissika Bikaoukat, ici on condamne quelqu'un, il doit payer par exemple $5 000, il t'amène des chèvres. Oh, $5 000, non, on a Simba la vite, on a TV. Et le magistrat, 2 mois après, il crée même une fausse maladie avec les médecins locaux pour dire non, il doit retourner à Kin pour se faire soigner. Or, en réalité, il fout les conditions. Parce que normalement, on a résolu le problème à moitié. On croit que le problème de la magistrature se limite simplement au niveau de l'effectif. Pas du tout. C'est qu'on n'a pas compris. Il faut que tous les restes la suivent. Il faut que tous les restes suivent les problèmes de logistique, les problèmes des infrastructures. Parce que même les 5000 magistrats qu'on vient de recruter, c'est vrai qu'on les a recrutés à travers tous les territoires nationaux. Maintenant, il faut les affecter. Est-ce que les budgets pour les affecter là? Ça aussi, il faut se poser la question. Mais sur la qualité des magistrats, moi je reviens toujours sur les débats qu'on doit en principe animer tous les jours dans différents plateaux, ainsi de suite. Il faut recréer l'homme congolais. En fait, il faut un formatage général dans tous les secteurs de la vie nationale. Comme on a les TMT dans la presse, il y a aussi des TMT chez les enseignants, il y a des TMT chez les magistrats. Il y en a beaucoup. On dit que celui dossier le quoi dans beaucoup. Mais ça a somme. Parce qu'on sait qu'au niveau de nos cours et tribunaux, il y a certains jugements qui sont rendus dans des terrasses. Oui. Loin du palais de la justice. Oui. Donc c'est qu'il y a un problème. Même Edmond l'a souligné avec l'interpellation du président de la Cour constitutionnelle. Comment expliquer que non, les magistrats ou les procureurs ont pris l'habitude d'abord de mapper des gens sans qu'il y ait des indices suffisants de culpabilité, on te mappe.
on te met en prison, et après on négocie la liberté provisoire. La caution, on sait dans cette ville comment se négocie la liberté provisoire. Il faut qu'en tout cas, c'est celui-là qui est mis en cause, graisse un peu les pattes pour qu'il soit libéré. Ouais. Donc je crois qu'il faut... C'est vrai que notre arsenal juridique est tel que les lois sont là, mais il faut qu'il y ait des hommes qui soient en mesure de les appliquer. Intervenez sur... Quel est cet homme-là? Est-ce que cet homme-là est déjà là? Moi, je pense que c'est un homme qui doit être recréé. Intervenez sur ces derniers points. Je trouve qu'il y a de la volonté dans les chefs du président de la République. Lui-même a tiré à boulet rouge sur ses corps. Il est le magistrat suprême. Oui, un peu comme Tambwe Mwamba à l'époque, garde des Sceaux. Mais tous ces remue-ménages intervenus, d'abord le départ de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, les changements à la tête même de la Cour, au niveau de juridiction, parquet général, les parquets près les différentes cours, que ce soit à Kin et à l'intérieur du pays, le recrutement. N'est-ce pas que ça transmet une volonté que les choses changent? Bon, évidemment, ce qui est vrai aussi, c'est que dans les chefs du président de la République, on sent qu'il a la volonté de bien faire. Mais rappelez-vous de ce que fait Mobutu disait un jour, le président fondateur n'est pas un magicien. Edmond Izoba, il ne peut rien. Le problème, c'est que c'est un corps avec ses principes dits de Montesquieu, séparation des pouvoirs. Ouais. C'est un corps difficilement contrôlable. Hein. Mais je vous dis, vous avez... Même le président dit, mais comment vous gagnez le président au cas moi? Non, mais il dit, mais c'est pas ça la règle. Quelqu'un qui a été condamné, par exemple, Edmond, pour le fait de détournement. Condamné au premier tout comme au second degré. Et vous savez que on ne peut pas libérer quelqu'un, il ne peut même pas bénéficier de la grâce présidentielle en ce qui concerne les détournements. Mais il sort de la prison. Mais c'est Magouboza, il y a encore l'autre là, c'est qui Makabouza, ils sont il y a encore l'autre là, c'est qui? Il y en a plein. Non, il faut les citer comme ça. Là, tu sais les gens que tu peux lister. Benjamin Wenga. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire on négocie dans notre pays la liberté. Et c'est comme ça que Alexis Tambwe Mwamba parlait des 3 V. Donc, ils ont d'abord un problème de villa, ils ont besoin de vestes et de voitures. Donc, c'est le résumé de nos magistrats, tout ce qu'ils cherchent et tout ce qu'ils veulent. La règle est la liberté. Et le président de la Cour constitutionnelle l'a rappelé. Les gens doivent venir comparaître librement. Les gens ne doivent pas avoir peur de la justice. S'il y a un faute, il n'y a pas à craindre. Oui. Et surtout qu'il n'y a pas d'indice sérieux de culpabilité. Pourquoi mapper quelqu'un? C'est-à-dire, aujourd'hui, s'il y a de la volonté, comme il y en a aussi, le chef de l'État l'a manifesté, il faudrait que les choses changent. Mais si ces caïmans sont toujours là, en train de vouloir peser sur le substitut qui vient d'être testé et puis enregistré, mais ça va toujours poser problème parce que ces magistrats-là auront toujours un chef supérieur à qui ils doivent obéissance. Donc, les choses doivent changer. Nous avons connu des problèmes ici au parquet de la Gombe. On a vu comment les choses se sont déroulées. L'affaire qui doit la Gombe. Et vous venez, vous négocier quelque chose qui vous appartient. Mais attends, c'est extraordinaire. Mais ça. je peux me permettre de vous résumer en paraphrasant les confrères Faustin. Les problèmes, comme on dit, c'est des faits sociaux qui sont totaux et globaux. Exactement. Et donc, il ne faut pas en parler singulièrement. Ouais. C'est une question ou un problème sociétal. Et que cela gangrène tous les compartiments de la vie nationale. Exactement. Il y a des députés qui touchent 21 000 $, mais qui font du chantage au ministre. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est des petits esprits. Tu as déjà 21 000 et tu fais du chantage au ministre, tu fais le contrôle parlementaire par téléphone. Oh, c'est quoi ça? Il faut se civiliser. Donc le problème est vraiment ailleurs. On va se séparer, madame, messieurs. Merci à vous d'avoir choisi Kiosque. C'est avant-dernier numéro de la semaine. Nous allons revenir, Faustin, sur cette fois du ministre de la Défense. Il était auditionné en commission, au niveau de la commission, les 2 commissions, Défense et Sécurité, Sénat et Assemblée nationale. Il dit le gouvernement fera tout pour que la République puisse reconquérir les positions occupées par les barbares du Rwanda, labellisé M23. C'est des assurances ou c'est des vœux? Bon, je crois...
Même moi, à sa place, je ne pouvais que dire ça. Parce qu'évidemment, son chef, le Premier ministre l'a dit, le président de la République, qui est l'autorité suprême, a presque embouché le même discours. Je crois que le ministre des Finances ne pouvait pas contredire ni le Premier ministre, ni son gouvernement, encore moins le président de la République. Donc, il ne pouvait que dire ça. Bon, est-ce un vœu? Est-ce un souhait? Assurance. Est-ce une assurance? Une volonté? Bon, je ne pense pas, parce que le problème ne peut pas être résolu à son niveau, parce que dans la structure du gouvernement, même dans la structure de l'appareil de défense, le ministre des Finances, le ministre de la Défense n'est qu'un administratif. Tout se concentre au niveau de l'état-major. Évidemment, je crois par rapport à ces problèmes, moi j'ai toujours dit, c'est vrai que depuis un temps, parce qu'on l'avait martelé sur ton plateau, que non, on avait l'impression avant qu'on essayait un peu d'esquiver ou de passer à côté du problème. Mais finalement, je crois à Kinshasa, on a eu le courage de nommer, de dire nommément que non, voilà, c'est le Rwanda qui opère derrière les M23. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, parce que si vous analysez la géographie, et dis-moi Izoubaye du coin, moi je suis de l'ouest, lui il est de l'est, peut-être il a plus d'éléments que moi. Mais en tout cas, par rapport à la configuration géographique de Bunagana, première cité qui a été conquise par les M23, on a du mal à croire qu'il n'y a que le Rwanda qui a appuyé les M23, ça qu'il y ait une certaine complicité des Ougandais quand même. Donc je crois, aujourd'hui à Kinshasa, c'est vrai qu'on appelle à la mobilisation. Il faut que le gouvernement ait aussi le courage, la sincérité de nous dire clairement ce qui se passe. De nous dire clairement quels sont les engagements qui ont été liés, conclus de part et d'autre. Parce que j'ai suivi dernièrement à l'appareil, l'ambassadeur du Rwanda, à partir du Brazzaville. Il est intervenu sur la voie de l'Amérique, en Lingala bien sûr. Et curieusement, il se réclame aussi moi en Mboka, je ne sais pas par rapport à quoi. Il a fait ses études. Bon. Il dit, bon voilà, la solution, selon lui, la solution ne peut nullement être militaire, mais la solution passe par la redynamisation du processus de Luanda et la redynamisation du processus de Nairobi, de façon à ce qu'on revienne sur les accords qui ont été conclus. Quels sont ces accords qui ont été conclus? Mais quand il dit ça, pourquoi il n'est pas jusqu'au boutiste en disant que Luanda et Nairobi ont toutes ces deux capitales demandé les retraits des troupes dans les positions conquises? Parce que vous savez Serge, moi j'aime cette stratégie les anglo-saxons utilisent ça un peu de manière tout à fait péjorative là. C'est la stratégie de fight and talk. C'est-à-dire, vous savez, quand vous êtes en conflit avec quelqu'un là, aujourd'hui on peut bien négocier avec, pas négocier avec les M23 parce qu'on sait que derrière les M23 il y a les Rwandais ainsi de suite et toutes les mains noires là, qui sont en train de les appuyer militairement ainsi de suite. Évidemment, si aujourd'hui on doit négocier, on doit entamer le processus de négociation, cela suppose que on crée une zone tampon, chacun campe sur ses positions, oui. Et puis on commence à négocier. Et si chacun devait camper sur ses positions, cela suppose que les M23 continuent à occuper Bunagana, continuent à occuper Kiwanja, Kuchu au centre, ils continuent à occuper toutes les localités qu'il a conquises. Moi je crois la meilleure façon... Là, il négocie en position de force. Il négocie en position de force. Moi je crois, c'est vrai qu'à Kinshasa on dit toujours non, voilà, on n'exclut pas l'option militaire, l'option diplomatique, ainsi de suite. Je disais, moi je considère que la diplomatie quelquefois c'est comme un somnifère. En tout cas, c'est mon point de vue. Oui. Parce qu'on ne peut pas continuer à négocier alors qu'on sent que réellement, les gens avec qui nous négocient. Parce que pour entrer en négociation avec quelqu'un, la négociation, c'est comme quand vous voulez danser la tango. La tango, ça se danse à deux et puis sur une piste. Et si vous n'êtes pas la personne avec qui tu dois danser, n'est pas en mesure de t'accompagner dans tes gestes rythmiques, là, à quoi bon danser avec lui? Parce qu'aujourd'hui, on peut bien négocier. On peut bien négocier avec les Rwandais, on peut bien négocier avec l'Ouganda, on peut bien négocier dans les cadres de l'EAC. On me dit que déjà il y a des militaires kenyans qui sont là, qui devaient être déployés. Et je me rappelle, c'est vrai que cette déclaration n'a jamais été confirmée, mais les militaires kenyans, avant leur déploiement, il y a un de leurs officiers qui aurait dit, je parle en conditionnel évidemment, qui aurait dit que ces militaires kenyans viennent là-bas pour servir des forces d'interposition. C'est-à-dire chacun reste sur sa position. Or là, c'est la République qui perd. Donc je crois qu'il faut quelque part aussi qu'on essaie de réunir le plus de paramètres possibles, de façon à ce que la défense de l'intégrité de la souveraineté nationale soit d'abord le préalable avant toute négociation. Mais où se trouve cette diplomatie agissante dont on nous a vanté ici,
diplomatie agissante, le problème, présidence à la tête de l'Union africaine, présidence de la SADC, présidence de, le problème, de la CEAC. Vous savez, Serge, avant que Zouba intervienne sur ce dossier. Non, l'ONU a condamné. Non, dans la diplomatie, souvent, c'est l'occupation de postes à la tête de ces il y a une organisations. certaine duplicité. Et quand vous entrez dans un processus diplomatique, le plus important pour vous, c'est de minimiser le plus possible cette dose de duplicité. oui, les acquis. C'est ça le problème. Et on ne négocie pas. C'est pour vous endormir. On ne gagne pas en diplomatie quand vous êtes faible. Voilà, voilà. Il faut d'abord se donner une certaine stature. De façon à ce que vous puissiez vous imposer. Et même la guerre, c'est une manière aussi de faire avancer diplomatiquement les négociations. Évidemment. Edmond Izouba, après multiples hésitations, finalement, les troupes kenyanes arrivent. Brève cérémonie. Hier, on attend le déploiement dans les jours à venir. Mais en attendant, vous avez suivi Ndaïchimier, le Burundais, qui a dit qu'il y aurait une réunion des chefs d'état-major de l'EAC, mais aussi qui sera aussi précédée par une réunion des chefs d'État et du gouvernement de cette organisation régionale. Oui, parce qu'il faut commencer par définir les désaccords entre la RDC et le Rwanda. Parce que pour le Rwanda, il faut absolument emprunter la voie diplomatique, ça veut dire le dialogue. Pour la RDC, il faut attaquer sur tout le front, y compris les dialogues, mais aussi sur terrain, il faudrait qu'il y ait des frappes. Parce que le principe imposé par la RDC n'ont pas été respectés, dans le sens où le rebelle du M23 devait d'abord retourner dans leur caserne. Le problème, c'est que Kinshasa dit que ce sont des terroristes. Justement, il n'y a pas à négocier avec les terroristes, il faut frapper. Et quand même les 900 hommes kenyans arrivent dans cette partie, ce n'est pas pour des défilés de mode. Vous avez une idée sur l'effectif? Oui, ils ont parlé de 900 hommes donc, qui seront là. Ils ne viendront pas pour défiler de mode, ils viendront pour frapper et permettre au FARDC de reprendre aussi ses positions. Est-ce que les Kenyans auront des armes sophistiquées à la hauteur et à la dimension de ce suppôt du Rwandais, comme la MONUSCO l'avait dit? Non, pendant que vous avez... Qu'est-ce qui nous garantit que la MONUSCO, qui est une force internationale, ne sait pas buter ces gens-là? Non, ce qu'il faut déterminer, c'est peut-être une amélioration dans le système de défense et des attaques sur terrain. Les stratégies et tout ça, ça va changer parce que les Kenyans ont leur manière de combattre la guerre. Toute l'ONU n'a pas su. Ne vous en faites pas justement. Quand on vous parle de la guerre d'occupation, on vous parle d'un complot. C'est justement, y compris l'ONU là. Très bien. Parce qu'on a posé une question très simple. Qui sont derrière le 1-23? Le CG de l'ONU n'a pas répondu à cela. Et aussi, il y a un point. Moi, je n'ai toujours pas compris pourquoi est-ce que la RDC reste bras croisés quand l'ONU qui est au courant, au parfum de ces réalités, que le Rwanda qui est derrière le 1-23, l'ONU accepte que oui, c'est le Rwanda qui est derrière, mais vous aussi, vous financez le FDLR. Pourtant, la RDC... Donc, on veut généraliser la situation. Voilà. La RDC n'a jamais appuyé le FDLR. Alors, comme on nous impose un appui que nous ignorons, commençons maintenant à les appuyer. Parce que si nous... On nous impose ces dialogues... Attendez. On nous impose ces dialogues avec les gens que le Congo a qualifiés de terroristes. C'est qu'on ne s'est pas imposé à Kagame... de dialoguer avec les FDLR que lui qualifie de génocidaires. Voilà pourquoi la meilleure théorie serait aussi que la RDC finance les FDLR. Comme ça, oui, mais justement, à armes égales. Non, mais justement, parce que nous, on sait, l'humanité et la communauté internationale dit ouvertement que la RDC finance les FDLR. Attendez. Les FDLR existent à travers leurs enfants. 94, vous avez un militaire FDLR de 25 ans Attention, ou de 30 ans. Moi, je connais les Nilotiques, je connais les Hutus et les Tutsis, comment ils réfléchissent. Si leurs enfants étaient restés, ils ont leurs parents quelle éducation dans leur tête? C'est peut-être que le mouvement qui est soutenu aujourd'hui par leurs enfants. Donc, ce qui est là, les vieux sont déjà faibles, beaucoup sont déjà décédés, mais ils continuent à jouer avec leurs descendants. Merci donc, la guerre est surtout le front. Et aussi, ce que les gens doivent comprendre,
Et ça, vraiment, ça doit apaiser les gens. Un repli stratégique n'est pas une position de faiblesse. L'armée, le FARDC n'ont pas voulu engager un front là où il y a une très forte concentration de populations civiles. Oui. Et là où se trouvent nos FARDC, ils n'ont pas croisé le bras. Ils sont en train de réfléchir comment récupérer. Ce qui serait très mal vu, mal perçu à l'extérieur du pays, c'est de voir des civils être tués, des innocents, ce qui n'aiderait pas l'armée, parce que l'armée a pour tâche non seulement de sécuriser les frontières, mais aussi toutes les personnes qui bénéficient de cet espace de terre. Je n'aimerais pas répéter cette phrase du Premier ministre Jean-Michel Sama devant les députés. Ce qui est vrai, Faustin, et non, on va se battre. Oui, il faut se battre. Jusqu'à la dernière énergie. Il faut se battre. Ce qui est vrai, vous nous menez la guerre, mais dites-vous que nous allons nous battre. Et ce qui est vrai aussi, Serge, il faut le dire, c'est que dans cette histoire de l'EAC, là, avec la force régionale, il faut que Kinshasa impose sa ligne opérationnelle. Sa ligne opérationnelle. Parce que dans cette histoire de force régionale, là, il faut comprendre qu'il y a pyromane et sapeur-pompier qui se côtoient. Très bien. Surtout les anglophones. Et puis il faut être prudent. Merci beaucoup, cher Faustin, cher Aîné. Vous nous avez gratifié de vos analyses économiques doublées d'une bonne dose politique sur les grands thèmes d'actualité. Merci à Edmond Uzuba. Vous allez saluer pour moi votre chère et tendre épouse. Vous allez aussi saluer pour moi votre ami et complice Yves Bouya. C'est bien arrivé. Alors, très bien. Madame, Monsieur, je vous dis grand merci parce que vous nous avez accordé votre confiance, un peu de votre temps pour suivre les analyses. Hein. C'est vrai que parfois, on ne sait pas rencontrer vos aspirations, vos attentes, mais le plus important pour nous, c'est de vous mettre au parfum de la situation de notre pays. Et nous pensons le faire modestement d'ailleurs. Merci à vous. On se retrouve demain. Gisèle Etoko sera là parce que moi je ne serai pas là. Au revoir et très bonne évasion sur nos antennes.